Et me voici de retour pour une deuxième interview. Mais quelle productivité, mon Dieu, c'est génial, c'est phénoménal. Encore une personne que j'adore, que j'admire beaucoup, qui est très inspirante et qui m'est particulièrement proche, étant donné que c'est ma petite sœur. C'est Corentine Mercier, qui est ostéopathe animale. Oui, ça existe. Je ne savais pas non plus avant qu'elle commence à faire ses études. Et c'est fascinant. Donc voilà, j'avais envie de l'interviewer, qu'elle nous en dise un petit peu plus, qu'elle parle un peu de ce qu'elle fait, de ce que c'est. Et j'espère que ça vous apprendra des nouvelles choses aussi, que ça attirera votre attention peut-être, si vous avez des animaux de compagnie, ou des vaches, ou des chevaux, ou des boas, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Donc bon visionnage. Je remercie Corentine, qui est ostéopathe animale, qui est en l'occurrence aussi ma sœur. Elle n'est pas masseuse, c'est ma sœur. Et elle a accepté de faire ce deuxième interview avec moi. Deuxième dans le sens où j'en ai déjà fait un premier, et c'est mon deuxième, c'est ma deuxième, une interview, ouais. Pour que, en fait, elle me présente son métier. Elle est ostéopathe animale. Et moi, j'adore quand les gens me parlent de ce qu'ils font. Et je trouve qu'ostéopathe animal, c'est un métier assez incroyable et, à mon avis, encore pas assez connu. Je sais pas ce que t'en penses. De plus en plus, mais... Ouais. Les ostéopathes, oui. Ostéopathie, ça rentre vraiment, voilà, on en entend beaucoup, il y en a beaucoup, c'est plus démocratisé, mais l'ostéopathie animale, encore, ça reste... il y a pas beaucoup de gens il y a énormément de gens qui ont des animaux de compagnie, il y a aussi les éleveurs qui ont des animaux et qui ne savent pas forcément que l'ostéopathie animale existe et fait grand bien aux bêtes, aux animaux. Voilà. Donc, Corentine, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça. C'est rigolo quand même, hein, entre sœurs de se filmer et tout, c'est quand même assez loufoque. Donc, ce que je voulais te demander en premier, c'est est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, et on reviendra après sur plus de détails, ce que c'est que l'ostéopathie animale? Déjà, l'ostéopathie animale, c'est de l'ostéopathie. Donc, c'est pareil que pour les humains, sauf qu'on va l'adapter sur les animaux, sur la morphologie de l'animal, sur le fait qu'il soit à 4 pattes, et que du coup, il y a différents mouvements qui vont être différents, et on va adapter nos techniques à ces changements anatomiques. Globalement, c'est de l'ostéopathie, c'est-à-dire que j'imagine, c'est comme l'ostéopathie, quand on va chez un ostéopathe, il nous touche, il y a des massages par moment, certains mouvements qu'il nous fait faire. Oui. Mais sur les animaux. C'est ça. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, je m'imagine un chat. Bon, un chat, déjà, il faut qu'il se laisse faire. Et à côté, une vache. Parce que Corentine est ostéopathe animal et tu fais du chat jusqu'au cheval, à la vache, etc. Et donc, du coup, une vache, comment est-ce que tu t'arrives à bouger quelque chose, à toucher, C'est assez mystérieux. C'est clair. Déjà, peut-être on va reprendre la définition de l'ostéopathie, qui est en fait une médecine qui va chercher à rééquilibrer le corps. Donc c'est souvent dans des restrictions de mouvement, donc des organes qui bougent un peu moins ou des articulations qui bougent un peu moins. Et nous, on va être là pour remettre le corps dans son équilibre. Et derrière, le corps va faire ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il va se soigner lui-même. Donc nous, en fait, on va pas guérir, mais on va permettre au corps d'être dans son équilibre naturel. Et ça, on peut le faire à toutes les tailles, en fait, parce que on va agir vraiment sur tous les tissus qui nous composent, autant les durs comme tout ce qui va être ostéo-articulaire, que les mous, tout ce qui va être musculaire, tout ce qui va être les viscères. On va pouvoir rentrer à l'intérieur des tissus pour aller agir sur les viscères, mais on peut aussi toucher les viscères par les attaches. Parce que les viscères sont attachés. C'est quoi les attaches ? C'est tout ce qui va permettre aux viscères, aux organes à l'intérieur du corps de tenir en place. Et principalement, ils sont accrochés au niveau du dos, au niveau des vertèbres. Donc, via les vertèbres, on peut aussi agir sur ça. Et on agit aussi sur tout ce qui va être liquide. Tout ce qui va être veineux, artériel, lymphatique, tout ce qui est engorgement. Et également, tout ce qui va être les viscères, elles sont dans du liquide, dans de la lymphe interstitielle. Donc voilà, on peut agir aussi avec des vibrations, avec
ce genre de... Et toujours dans le toucher. Et toujours dans le toucher. On n'utilise pas d'outils autres que nos mains. Après, il y a des ostéopathes qui se spécialisent des fois, qui ont des outils avec des détecteurs de chaleur, ce genre de choses pour les aider. Mais à la base, le métier, c'est vraiment uniquement les mains. Et avec les mains, on sent, on agit. Et après, c'est l'animal qui fait son truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Corentine, c'est un petit peu la fille qui murmurait à l'oreille des chevaux quand même. Je sais plus à quel âge tu as commencé à monter sur le cheval de notre père. Avant la naissance, je crois. Notre papa qui était vétérinaire et qui avait un cheval. Et Corentine, très tôt, il y a eu quelque chose par rapport aux chevaux. Et puis, en fait, globalement, aux animaux, une attirance, quoi, quelque chose de l'ordre de l'énergie animale était chez Corentine quelque chose qui l'intéressait. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment t'en es arrivé à faire ce métier-là? Est-ce que ça a été déjà directement... Alors, moi, je sais les réponses, hein, évidemment, je joue le jeu quand même, mais c'est super intéressant de l'entendre en parler comme ça. Et est-ce que toi, t'as été, dès le départ, c'était une évidence avec les animaux? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure de ton expérience de vie, de ton expérience adolescente, enfante, adolescente, etc., où tu t'es sentie plus attirée par ça? Eh ben, j'ai envie de dire que j'ai toujours su que ce serait les animaux. Déjà parce que enfant, on a toujours eu un cheval, on a toujours eu des chats, et que je connectais très très fort avec les animaux. Et puis, papa vétérinaire, mine de rien, j'ai eu les mains dans le soin animal très tôt. J'ai dû voir ma première césarienne à 6 ans. Césarienne sur une brebis. Sur une brebis. On était là toutes les trois, les 3 sœurs. Elle était passionnée, elle était oh ouais, c'est incroyable. J'étais la plus jeune. Enfin, je suis la plus jeune. Donc, ouais, j'ai la tête dedans. Et donc ouais, j'ai toujours su que je voudrais travailler avec les animaux déjà, et le soin, c'était moi qui soignais les bobos à la maison alors que j'étais la plus jeune. Donc, ça a toujours été quelque chose qui me branchait. Après, l'ostéopathie, c'est venu un peu plus tard parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire. Mais bon, j'avais toujours un peu du mal quand je voyais les piqûres, les incisures. Je me disais, bon, c'est pas quelque chose qui me branche trop, même si je sais que je serais capable de le faire. Et du coup, je me suis plus penchée sur quelque chose de naturel, un peu alternatif. Et j'aimais bien le côté holistique de la médecine, de l'ostéopathie, où en fait, on va vraiment regarder le corps dans son ensemble. Où c'est pas juste il y a un organe de malade, on va soigner celui-là. Non, en fait, tous les organes interagissent les uns avec les autres. Et quand je dis organes, je dis la peau, je dis les os, les articulations, ça fait partie des organes. Et en fait, tout le corps va interagir à l'intérieur et être dans cet équilibre de communication aussi. Et c'est ça qu'on va regarder aussi, parce que s'il y en a un qui faiblit, il va tirer un peu tous les autres à lui, ou il va les repousser. Et du coup, voilà, on va vraiment regarder l'ensemble pour équilibrer l'ensemble et pas juste une partie. Et j'aimais beaucoup, beaucoup ça aussi dans l'ostéopathie. Et animal, parce que moi, c'était les animaux, les humains, c'était trop compliqué, la communication. C'était pas possible. Après, j'ai eu la surprise de réaliser que, en tant qu'ostéopathe animalière, on passait par l'humain pour arriver à l'animal. Donc, ça a été une étape différente, mais que j'apprécie. C'est-à-dire passer par l'humain pour venir à l'animal? Eh ben, on n'intervient pas sur un animal si on n'a pas l'accord de l'humain. Et il nous faut des informations que possède l'humain, parfois, ne serait-ce que pour tout ce qui est médication. L'animal, si l'animal est sous médication, il faut qu'on le sache, et l'animal, il nous le dira pas. Il y a des choses qu'il va pouvoir nous dire, entre guillemets, parce qu'on va le sentir dans ses tissus, mais il y a des choses il ne nous dira pas. Donc on a besoin de cet humain qui va nous raconter les opérations, les machins. Voilà. C'est parfait, parce que du coup, moi, j'ai comme question aussi, est-ce qu'ils se laissent faire, les animaux? Comment tu entres en demande est-ce que je peux toucher le chat? Est-ce que déjà, quand une personne vient te voir, ou non, te demande de venir parce que tu travailles à domicile, hein, c'est ça, tu vas chez les gens, chez les éleveurs, etc. Et tu vas chez quelqu'un et le chat, il t'attend en disant « Ah, c'est ma séance d'ostéopathie » ou il faut que tu ailles le chercher, ou comment... Alors moi, je vais pas chercher l'animal.
c'est toujours le propriétaire qui le fait. Ok, d'accord. C'est lui qui initie la consultation. C'est lui qui dit, voilà, mon animal a besoin parce qu'il a ressenti que son animal avait besoin pour tout un tas de raisons. Et lui va chercher l'animal et il me l'installe à un endroit où il va être bien. Okay. En général, c'est ça. Les chats, c'est toujours très compliqué, c'est tout ou rien. Donc c'est... Ah oui, donc tu peux arriver à une consultation et que en fait, ce soit pas possible de la faire. Ça arrive. Ça arrive. Et quand vraiment l'animal me dit non, moi j'insiste pas parce que si l'animal est en contraction, je vais pas pouvoir travailler. Ouais. Quand il est dans le refus du soin, bah ça sert à rien en fait. Des fois c'est pire. Ouais. Donc quand c'est comme ça, et ben moi je dis je reviendrai à un autre moment. Ou, voilà, des fois on travaille aussi différemment parce que moi je fais de l'énergétique aussi. Donc des fois je fais des soins énergétiques, soit en direct si c'est possible de au moins poser les mains ou au moins me rapprocher, soit à distance. Ouais, du coup, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu déroules ta séance. Parce que déjà, on a eu des petites bribes d'idées où tu viens chez le propriétaire de l'animal, que ce soit un éleveur pour les vaches, quelqu'un qui a des chevaux, ou un chien ou un chat. C'est plus courant, j'imagine. Il y a quoi d'autre comme animaux que tu fais, que tu as déjà fait, ou que tu pourrais faire tout ce qui va être les nacs, tout ce qui va être furets, les nouveaux animaux de compagnie. Ouais, pardon. Les furets, les hamsters, les lapins, tout ça. Et les gens commencent à y venir aussi. Pas mal pour les lapins. J'ai quelques collègues qui font pas mal de lapins. Ouais. Okay. Après, moi, principalement, je fais chien, chat, vaches et chevaux. Voilà. Je sais que j'ai des collègues aussi qui font tout ce qui va être reptiles. Ah ouais. J'avoue que je suis pas forcément. J'ai touché une tortue une fois, mais mais je connais pas trop. Et puis serpent, c'est particulier aussi à manipuler. C'est voilà. Donc je vais. Ok. Donc plutôt assez basique, chien chaud, chien chaud, hot dog, chat, chien. Parce que c'est le plus courant des animaux domestiques. Et puis, vaches et chevaux, parce que tu es bien dans ce milieu aussi, tu connais pas mal de monde, et puis c'est un milieu qui t'a toujours... Et puis moi, les chevaux, je les connais très bien, et puis j'ai l'avantage aussi d'être cavalière, donc du coup, tout ce qui va être connaissance du monde du cheval, tout ça, ça aide aussi, les gens aiment bien. Ouais, ok. Je vais un peu dans tous les sens, excuse-moi, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de l'ostéopathie pour les animaux ? Beaucoup de choses. Les gens ont tendance à imaginer que l'ostéopathie travaille que sur l'ostéo-articulaire, que sur les articulations, et va vraiment être là quand on a mal au dos, quand le chien boite, quand on s'est fait un torticolis. C'est vrai, c'est le cas. On vient pour ce genre de problème, mais on vient aussi pour tout ce qui va être soucis hormonaux. Parfois des chiens agressifs. Okay. Dans les élevages... ça se fait bien aussi pour tout ce qui est problème de fertilité, que ce soit pour le mâle ou pour la femelle. Tout ce qui va être trouble digestif, constipation, diarrhée. Il peut y avoir des incidences, des dysfonctionnements qui sont de l'ordre de l'ostéopathie, qui peuvent créer ce genre de choses. J'insiste bien sur le fait que nous ne sommes pas vétérinaires, nous ne sommes pas normalement première intention sur ce genre de soucis. Et que c'est très important que la personne, quand elle a un souci de grosse diarrhée, de torticolis, tout ça, aille en première intention chez le vétérinaire pour faire un diagnostic. Et ensuite, le vétérinaire vous enverra chez nous ou éventuellement vous viendrez nous voir. Mais là, il y aura eu un diagnostic avant. Okay. Mais on agit beaucoup sur ces choses-là et vraiment, il y a même des techniques qui permettent de travailler sur l'émotionnel, sur vraiment quelque chose d'assez lourd et de non visible que le vétérinaire va pas forcément pouvoir travailler dessus, même s'il y en a beaucoup qui le voient et qui en sont conscients et qui font attention à ça. C'est intéressant parce que du coup, ça me permet de rebondir et de parler justement un petit peu comme les médecines alternatives humaines et la médecine allopathique, comme c'est compliqué la relation, il y a énormément d'ouverture, mais aussi beaucoup de friction des deux côtés. Vétérinaire et ostéo, je sais que Corentine m'en parle un peu, ce qui est rigolo parce que notre papa était vétérinaire, que c'est assez compliqué,
Mais le potentiel que, quand tu m'en parles de un vétérinaire qui travaille avec un ostéo qui connaît des vétérinaires et tout, c'est incroyable. Est-ce que il y a un rapprochement qui commence à se faire un peu justement des vétérinaires qui sont les premiers là pour l'animal, qui commencent à dire bah là ça pourrait être intéressant de l'ostéopathie. Est-ce qu'on commence à voir ça ou pas? Il y en a. J'en profite pour donner une information qui est quand même assez importante. C'est un décret qui est passé en 2019, assez récemment, qui demande aux ostéopathes qui veulent continuer à pratiquer à passer un examen, une validation, qui est gérée par l'ordre des vétérinaires. Donc c'est des vétérinaires ostéopathes qui font ces épreuves-là, et pour pouvoir valider le fait qu'effectivement on soit ostéopathe et qu'on soit autorisé à pratiquer ces actes d'ostéopathie qui sont considérés comme de la médecine vétérinaire mais ostéopathique. Médecine vétérinaire ostéopathe, on remet le mot correct. Ouais. Et donc cet examen fait aussi le lien entre les vétérinaires et les ostéopathes, parce qu'il permet déjà aux vétérinaires de savoir vers qui renvoyer, parce que il y a cette validation. Donc on a chacun un numéro qui fait que voilà, on est identifié en tant que personne inscrite sur la liste, donc registre national d'aptitude. Voilà. Okay. Et du coup, reconnue compétente par l'ordre des vétérinaires pour pratiquer l'ostéopathie. Et c'est intéressant. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui se rendent compte qu'en fait, ils vont soigner tout le temps la même chose, mais qu'il n'y a pas forcément de problème en amont, et en fait c'est juste parce que c'est pas leur ordre de travail, c'est pas de leur recours en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre des ostéopathes et du toucher, et ce qu'ils vont faire avec les médicaments et avec leurs techniques de soins qui sont géniales et qui sont hyper importantes, ça a ses limites aussi, comme nous on a nos limites, parce qu'on va pas donner des médicaments, on va pas prescrire, c'est pas notre rôle. Et en fait tout ça c'est complémentaire, on va travailler vraiment ensemble, et on va pouvoir voir un animal avant une opération pour le préparer. Parfois c'est possible, parfois ça l'est pas, parce que il y a aussi des contre-indications. Des fois on va le voir après, une fois que la cicatrisation s'est faite, pour l'aider à se remettre de ce qui s'est fait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on agit en lien avec le vétérinaire. Et c'est génial. Ouais, c'est super intéressant, quoi. Parce que quand le vétérinaire fait son truc d'un côté et nous on fait notre truc de l'autre, ça va avoir un impact, c'est génial. Mais quand on peut travailler vraiment ensemble, c'est extraordinaire. Et comme dans le milieu du cheval, il y a aussi d'autres intervenants qui sont le maréchal ferrant et le dentiste, qui est souvent dissocié du vétérinaire. Et c'est pareil en fait. On va avoir un impact beaucoup plus fort. Oui, il y a des dentistes pour les chevaux. Pour les chevaux? C'est très particulier, la dentition du cheval. Et les vétérinaires ont souvent pas le temps de s'occuper de ça. Okay. Ou pas forcément la formation, parce que c'est particulier, très, très spécifique. Okay. Donc, Ok. Comment se déroule la séance une fois que tu arrives sur les lieux avec un animal? Comment tu procèdes un petit peu dans les grandes lignes, dans la structure? Parce que j'imagine que chaque séance que tu peux faire est complètement différente l'une de l'autre, parce que les animaux sont différents les uns des autres, parce que toi, tu fais pas les mêmes approches, selon même le lieu, j'imagine, selon le propriétaire aussi, si il est très ouvert ou pas trop, ou si, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir plein de choses qui rentrent en compte. Et est-ce qu'il y a une structure un peu que tu suis au moins de base, et comment ça se passe, quoi? Alors la séance, normalement, elle commence à l'appel de la personne, à l'appel du client, du propriétaire de l'animal, où en fait déjà il me donne pourquoi il appelle. Donc moi ensuite je vais lui poser des questions. C'est quoi comme animal déjà? Un peu l'âge, le sexe, est-ce qu'il est pour un chat, un chien, souvent il y a stérilisation qui entre en jeu, donc on demande aussi s'il y a eu des antécédents, on fait un peu une anamnèse en fait de est-ce qu'il est mis sous médication, parce que souvent si c'est sous médication, par exemple les anti-inflammatoires, moi je vois pas un animal qui est sous anti-inflammatoire. Il faut 15 jours minimum, et ça dépend du produit, avant que je puisse voir l'animal. Okay. Parce que l'anti-inflammatoire va bousculer l'information du corps, et nous, on va pas recevoir les bonnes informations, en fait. On enlève toute douleur, et nous, si on n'a pas une information sensitive du corps, on va pas avoir la réponse. Ouais. Et donc déjà, il y a cette partie-là qui est assez importante. Ensuite, moi, je viens. Et quand je viens... Combien de délai, un peu, est-ce que tu viens? Ça dépend du besoin.
J'essaie toujours de garder un peu des créneaux horaires pour les urgences. Mais s'il n'y a pas forcément besoin, ça peut être sous 15 jours, 3 semaines. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, je sais que j'ai des collègues qui ont des délais de 2 mois. Ah ouais. Mais bon, c'est dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'ostéo, donc c'est souvent... Ouais, ok, d'accord. Et donc quand j'arrive, j'observe. Je commence par observer l'environnement, l'animal, souvent le lien aussi entre l'animal et le propriétaire, parce que ça peut aussi donner des informations pour la suite. J'observe l'animal en lui-même, de comment il se déplace, comment il est. Parce que souvent, les chiens ils viennent voir, les chats ils s'en vont. Voilà, les vaches je vois pas trop marcher parce qu'en général elles sont déjà contentionnées au cornadi. Le cheval. T'as dit quoi? Contentionnées au cornadi. Au cornadi. Elles sont accrochées à la barrière. Okay. Voilà, elles ont la tête dans une barrière et elles peuvent pas se déplacer. Et donc j'observe l'animal. C'est souvent le meilleur moment parce qu'en fait il est en mode naturel, il bouge. Parce que quand on les fait se déplacer, il bouge différemment. Ouais, donc voilà, c'est. Des fois il y a besoin, mais si je peux éviter de le faire, je le fais. Et ensuite, on va avoir la phase où je vais toucher. Et donc là, je commence par demander l'autorisation. En général, je me présente si je connais pas l'animal. Et une fois que j'ai l'autorisation, je pose mes mains et j'approche l'animal petit à petit. Il va y avoir une phase où je vais juste le toucher un peu de partout pour me faire une idée un peu de ce qui se passe. Et puis après, je vais aller plus dans le détail, chercher les zones que j'ai senties qui étaient un peu dures, les zones qui bougeaient moins, les zones chaudes. Et je vais tester un peu toutes ces zones-là pour voir s'il y a vraiment quelque chose à régler ou si c'est juste une information qui a été envoyée par le corps à cet endroit-là. Parce que des fois, il y a un blocage à un endroit et c'est un autre endroit qui est chaud ou froid. Ouais. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je règle les soucis en fonction de ce que je ressens et de ce que va m'informer le tissu. Parce que des fois on va régler 3 soucis, des fois on va en régler 10, des fois il y en aura que un à régler et tous les autres vont passer. Enfin c'est très voilà. Et une fois que ça s'est fait, je dis merci, au revoir et puis et puis je laisse l'animal. Est-ce que la séance d'ostéopathie, elle est comment dire, est-ce que ça s'inscrit dans un certain suivi de plusieurs séances, ou est-ce que une séance peut débloquer, enfin, est-ce que tu fais qu'une séance ou tu fais plusieurs séances? On en vient à la problématique de est-ce que la médecine ostéopathique est curative ou préventive? Alors, oui, c'est vrai, complètement. On est là-dedans complètement dans les deux en fait. Okay. L'idée c'est que le corps il va sans cesse être en train de se rééquilibrer parce que un jour on va glisser et que on va se froisser un peu un muscle et au bout de 2 jours on marche normalement parce que le corps s'est rééquilibré. Mais ça veut pas dire que ce froissement de muscle va pas rester et derrière impacter tout le corps petit à petit. Ça se fait petit à petit. C'est pas alors des fois oui on se baisse, on se bloque le dos. Ça arrive, les animaux aussi. Des fois ils se tournent, ils se roulent, ils se bloquent le dos. Parce que voilà, il y a des équilibres aussi qui font que. Mais l'idée c'est que en fait, tout au long de notre vie, on crée des déséquilibres, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans le physique. Et si on voit l'ostéopathe régulièrement, ces déséquilibres, on les réajuste au fur et à mesure, et ça évite justement qu'on en arrive à des gros soucis, comme tout ce qui va être hernie discale par exemple, ce qui va être arthrose aussi, ça peut se créer. C'est des choses qui se créent petit à petit. Chez les animaux, on parle là. Chez les animaux, oui, ça marche aussi chez les humains. Oui, bien sûr. Mais je savais pas que hernie discale, qu'on pouvait dire hernie discale, arthrose, je savais pas qu'il y avait ce genre de choses chez les animaux. Ah oui, il y a des animaux, des chiens, des chats qui sont, les chiens surtout, qui sont traités pour des hernies discales chez le vétérinaire. Et suivis en ostéopathie aussi. Et l'arthrose, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les animaux. Donc, ce serait plutôt, on les voit. Enfin, on verrait un ostéo régulièrement, mais assez espacé, pour justement prendre soin de son animal de compagnie. Mais si il a un gros problème, l'animal, est-ce que une séance peut, je me fais un peu, pas l'avocat du diable, mais je sais un petit peu de quoi je parle, des attentes qu'on peut avoir d'une séance d'ostéopathie, d'une séance d'hypnose, d'une séance de quelque chose, où tout d'un coup, en une séance, tout est réglé. J'imagine que non, mais est-ce que c'est possible qu'en une séance, des fois, on débloque des choses? Ça peut être le cas.
En général, un animal qui est suivi régulièrement quand il a un souci parce que il est tombé, parce qu'il y a une voiture qui lui est passée dessus et après avoir vu le vétérinaire, on peut le voir. Parce que voilà, il y a comme tout le monde en fait, on se fait des bobos, même quand on est suivi. Et si un animal a été bien suivi, une séance en général, voilà, une grosse boiterie, un blocage de dos, tout ça, ouais, ça. Des fois, il faut bien une semaine, voire un peu plus pour qu'il s'en remette de la séance, parce que s'il y a eu un gros souci, ça peut, voilà, avoir fatigué le corps. Ça fatigue. Ouais. Mais oui, bien sûr, on peut intervenir de façon ponctuelle. Il y a des animaux que j'ai en suivi. Des fois, on m'appelle en catastrophe. Merde, il s'est bloqué quelque chose. Est-ce que tu peux venir et dans ce cas-là, je viens et je règle et oui, ça repart. Mais c'est vrai que quand c'est un animal qu'on voit pour la première fois, qu'il a déjà 6, 7, 8, voire 10, 15 ans, ça arrive. Là, on dit en général au propriétaire, oui, là, je vais faire ce que je peux, mais il y a déjà des choses qui sont installées et qu'on ne pourra pas changer. Même en plusieurs séances ? Même en plusieurs séances. Ah ouais, okay. Un animal qui est vieux, qui a de l'arthrose et qui a toujours grandi de travers, on pourra pas. Et des fois, même à 1 an ou 2, ils sont faits, ils sont finis. Et s'ils ont les aplombs qui sont tordus, ils auront les aplombs tordus toute leur vie. Les aplombs tordus, elles montrent comme ça. J'imagine que c'est les pattes. Oui. Mais les gens qui ont des chiens ou des chevaux, ou même des vaches, le savent. Un animal, s'il est carré, il a ses 4 pieds entre guillemets bien droits, les pattes sous les épaules ou sous les hanches, il va avoir moins de soucis que s'il a les jambes un peu, les pieds un peu de travers, les pattes un peu de travers. En fait, ça va user un peu les articulations à certains endroits, et du coup, ça fait que il va avoir plus facilement de l'arthrose en vieillissant. Et ça, nous, on peut l'éviter parce que en venant, on va délier tout ça. Okay. Et ça permet d'éviter que l'arthrose s'installe trop vite, mais on sait qu'elle y sera à un moment donné. Et si elle est bien installée chez un vieil animal, est-ce qu'il y a possibilité de le soulager par des séances régulièrement, des choses comme ça? Toujours possibilité de le soulager. Ça change pas tout, mais ça permet que ça le soulage comme nous, en fait. Exactement, comme nous, en fait. Ça va être vraiment, on va travailler à soulager les articulations, à soulager les muscles qui peuvent être aussi tendus, et du coup l'animal derrière va avoir plus de facilité à se bouger, à se mouvoir, et va être en meilleure santé, et va pouvoir se déplacer à nouveau correctement, pouvoir aller faire des balades, tout ça. C'est souvent ce que les gens nous demandent aussi, parce que l'animal puisse se déplacer. Et d'ailleurs, en parlant des gens, qui sont les gens qui ont recours à toi, à tes services? Qui vient te voir? Le propriétaire d'animaux. Honnêtement, de tout. Ça peut aller du propriétaire qui a son chat à la maison et en appartement. À la maison, en appartement, qui fait rien du tout avec son chat, parce qu'il y a des chats qui font des choses aussi. Il y a des compétitions de chats. Il y a des gens qui font sauter leur chat. Ça peut être justement les gens qui font un peu des compétitions amateurs, que ce soit avec leur chat, leurs chiens, leurs chevaux. Ça peut être les éleveurs. On voit beaucoup aussi souvent les femelles avant l'insémination, ou la saillie, parce qu'on dit saillie quand c'est naturel. Pendant la gestation, ou juste avant la naissance, juste après. Enfin voilà, il y a les petits aussi. Chatte, chienne, vache, jument. Indifférent. Tout ce qui est éleveur, qui a quand même tendance à bien s'occuper de ses animaux, en général, il va faire venir l'ostéopathe au moins une fois sur la période de fécondation, gestation et naissance, au minimum. Parce que, financièrement, c'est pas toujours... Bien sûr, Puis oui, ça veut dire que... Oui, parce qu'on en arrive aussi, effectivement, à la question de... Ça fait beaucoup de choses pour un animal. Ça fait beaucoup de frais. Les frais de véto, les frais des animaux sont assez incroyables. Des fois, les gens se rendent pas compte forcément en ayant un chien qu'après, ça entraîne énormément de frais. Je vais poser une dernière question à Corentine. Juste une question un petit peu pratico-pratique. Sur ta formation, qu'est-ce qu'il faut pour devenir ostéopathe animal? Est-ce que tu dois faire une formation d'ostéopathe et ensuite se spécialiser dans les animaux, ou est-ce que c'est une école d'ostéopathie animale? Comment ça se passe? Il y a plusieurs chemins différents. Il y a la possibilité, en passant par vétérinaire,
de faire ensuite une spécialisation en ostéopathie. Il y a une école vétérinaire en France qui fait ça. Donc on peut passer de vétérinaire à ostéopathe. Du coup, on a les deux casquettes. Ça se fait. Mais il existe aussi beaucoup d'écoles. Je crois qu'elles sont entre 24 et 27 en France. En France. En France. L'école d'ostéopathie animale, donc c'est des écoles privées. Et là, il y a plusieurs écoles différentes. Il y a une école mécaniste, il y a des écoles, voilà, un peu une école mécaniste. Bah c'est oui, qui travaille plus sur tout ce qui va être le mouvement. Ok. Moi, j'ai pas fait mécaniste, je peux pas trop vous expliquer exactement comment c'est, mais toi, t'as fait quoi? J'ai fait le SAO. Ouais. J'ai commencé en Angleterre à l'époque où ils étaient que en Angleterre. Maintenant, ils sont en Normandie. Ils sont en Normandie. Bon, il y a beaucoup d'écoles en Normandie. Il y a beaucoup de chevaux en Normandie, donc c'est pratique. Et voilà, donc une école privée, c'est 5 ans d'études. Et au bout de ces 5 ans d'études, il y a la validation vétérinaire. Désormais, depuis 2019. À passer en plus. Donc après, faut voir, il y a une association qui s'appelle l'UFEOA qui gère un peu tout ce qui va être les systèmes scolaires, tout ce qui est étudiant au niveau de l'ostéopathie animale et qui sont très très bien. Donc si vous avez des questions à ce niveau-là, il faut les contacter, ils ont une page Facebook. Union française des ostéopathes animaux. Oh, alors le logo, je sais pas. Est-ce qu'on dit non, des étudiants en ostéopathie animale. Ah ok. UFEOA. Ok. Française. Et est-ce qu'on dit ostéopathe animal ou ostéopathe animalier? Ostéopathe pour les animaux? Comment on dit? On peut dire tout. Tant que ça reste dans le français, ouais, c'est... Ouais, ok. Bon, voilà. Et ben c'est à peu près toutes les questions que j'avais rassemblées pour parler de ta merveilleuse profession qui vaut le coup vraiment d'être de plus en plus connue parce que je pense vraiment qu'il y a des gens qui savent pas et qui savent que ça ferait énormément, enfin qui en connaissant l'ostéopathie animale se rendraient compte à quel point ça peut faire du bien à leurs animaux, ça peut aider des problématiques, ça peut juste pour prendre soin d'eux comme eux-mêmes les gens prennent soin d'eux aussi. Donc moi je suis super contente que tu aies bien voulu faire ça parce que c'est pas évident de faire une interview avec sa sœur, de parler de son métier, de faire de façon assez sérieuse et tout. Donc merci beaucoup Coco, c'était trop bien. Et je t'ai appelé Coco, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà. Mais merci à toi de t'être intéressée une fois de plus à ma profession. Avec plaisir, je m'intéresse à plein de choses. Et, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que j'ai envie de poser plein de questions, mais déjà en termes de temps, ça sert à rien d'avoir un podcast, une interview de 3 heures. Et puis aussi, c'est des questions qui sont... Enfin, c'est mes questions, c'est pas forcément des choses que tout le monde se pose comme questions. Et du coup, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. J'y répondrai avec grand plaisir. Exactement. Et on va donner toutes les coordonnées, les informations sur Corentine. Merci. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième interview et je suis super contente de l'avoir faite. Je la remercie énormément d'avoir accepté de le faire. C'est pas évident, franchement, c'est pas un exercice facile d'être face à une caméra, de parler comme ça de base. Donc, en plus, quand on se fait poser plein de questions, ça peut être un peu bizarre. Mais elle l'a fait et c'était trop cool et j'étais super contente. Donc, j'espère que, voilà, pareil, ça vous a apporté des petites pépites intéressantes sur ce sujet. Merci! Ok. Bonjour, c'est... Bon bah c'était cool. Stop.